dans tout l'art chinois, il y a une symbolique créée par l'homophonie de certains caractères. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec une femme brillante, Valentina Brucoleri, qui est docteur en histoire de l'art et sinologue. Ça veut dire que c'est une experte en art chinois. Bonjour Valentina. Bonjour Anne. Alors Valentina, est-ce que tu as toujours aimé les bijoux et est-ce qu'il y a un bijou auquel tu tiens particulièrement ? Bien sûr, j'ai toujours aimé les bijoux et oui, il y a aussi un bijou auquel je tiens particulièrement. C'est un bijou en jade, en néphrite, qui m'a été donné par ma famille chinoise quand j'ai vécu en Chine, donc quand j'avais l'âge de 17 ans. Et on m'a offert ce bijou qui est un pendentif de collier en forme de lion sur un globe. Donc c'est un porte-bonheur en Chine. Et donc c'était un cadeau de la famille qui voulait dire que maintenant je faisais partie aussi de la famille. Et donc on m'a offert ce cadeau quand je suis rentrée en Europe. Et donc c'était aussi pour me souhaiter de la protection de la part de ma famille chinoise lors de mon retour chez moi en Europe. Est-ce que tu pourrais nous dire bonjour des fois qu'on aurait des auditeurs chinois ? Bonjour, on dit ni hao, donc c'est bonjour tout court. Après, on peut dire aussi, par exemple, je suis ravie de vous rencontrer, qu'on dit很高兴认识你. Tu es sinologue, donc spécialiste de l'art chinois, et en l'occurrence, là, on va parler des bijoux. Mais tout d'abord, je sais que la Chine, il y a eu plein d'époques. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ces époques et de l'art qu'il y avait à ce moment-là ? Bon, un très gros résumé, hein, j'ai conscience qu'il y a quand même quelques siècles. Oui, il faudra forcément simplifier parce que l'histoire de la Chine, c'est une histoire millénaire, donc c'est impossible de la résumer en peu de mots. Mais si on veut parler de l'évolution du bijou, évidemment, comme tout type d'art, il y a des évolutions par rapport aux époques différentes, aux régions aussi différentes de la Chine, mais aussi au milieu. Évidemment, quand on parle de joaillerie, on parle souvent de l'élite, donc souvent des dynasties qui étaient gouvernements. Ce qui est important par rapport à l'histoire de bijoux occidentale, par exemple, c'est que le jade, donc la néphrite au début, puis il y a aussi la jadéite, aura la place la plus importante dans l'histoire des matériaux de l'ornement chinois. Ensuite, l'or est arrivé, par exemple, plus sous l'impulsion de l'art qui venait d'Occident, donc soit des cultures nomades du nord de la Chine, mais aussi des terres beaucoup plus lointaines, comme par exemple en Asie centrale ou en Afghanistan, tous ces pays-là. Et puis, avec donc l'introduction de l'or, il y a aussi eu l'introduction plus loin dans l'histoire des gemmes, par exemple, en particulier sous la dynastie Tang, donc on est entre le 7e et le début du 10e siècle, avec les échanges intensifiés sur les routes qu'on appelle aujourd'hui les routes de la soie. Et puis encore, sous les Ming à nouveau, donc là on est entre le 14e et le 17e siècle, lorsque les Chinois commerçaient et voyageaient beaucoup aussi en Asie du Sud-Est, où donc ils ont pu récupérer beaucoup de gemmes. Donc on voit vraiment une correspondance entre l'évolution du bijou et aussi l'histoire, parce que l'histoire nous donne des épisodes qui font que certains matériaux étaient plus disponibles que d'autres à certaines époques. Donc en fait, si je résume, le premier matériau, le must chez eux, c'est le jade. Oui.
Donc, il y a la néphrite et la jadéite. Tout à fait. Alors, laquelle est vert clair, laquelle est vert foncé? Alors, les deux peuvent avoir des différentes nuances. La néphrite, on la retrouve même blanche. On peut la retrouver vert très foncé ou même vert clair. Souvent, les nuances les plus récurrentes, en tout cas, pour les outils, pas juste les ornements, mais aussi les outils rituels, par exemple, au néolithique, ils sont entre vert clair et vert un peu plus foncé. La jadéite qui arrive en Chine au XVIIIe siècle, cette fois-ci par la Birmanie, du coup, et pas par l'Asie centrale, d'où au contraire venait la néphrite. Et là, elle est appréciée justement pour ce vert brillant assez profond qui est un peu différent du coup de celui de la néphrite. La néphrite, on m'avait dit aussi qu'elle pouvait être violette. Et exactement, la néphrite, elle peut avoir vraiment aussi d'autres nuances. Elle peut tendre un peu au rouge, voilà, et au violet, avoir des nuances de ce type-là. Et on m'avait dit que c'était très rare et que ça portait chance. Tout à fait, ça pour les deux. En fait, de toute façon, à retenir, le jade, ça porte chance. Tout à fait. Et c'est ce qui est au début. Donc, la première dynastie dont on a des souvenirs en jade, elle s'appelle comment? C'est même pas encore des dynasties, c'est vraiment des cultures néolithiques avant les premières dynasties attestées. Donc, on a en particulier deux cultures. Une dans le nord-est de la Chine, qui est la culture de Hongshan, pour lesquels on a donc ces objets qu'on appelle maintenant les dragons cochons, même si évidemment c'est un terme qui a été donné après par des archéologues, mais c'est donc ces objets en néphrite avec des formes assez bizarres. Et puis la culture du sud, un peu plus au sud, qui est la culture de Liangzhou, qui aussi avait des objets en néphrite rituels avec des disques, qu'on appelle les disques bi, ou alors des sceptres qu'on appelait les tsong par exemple, et pour lesquels on n'a pas trouvé exactement une réponse définitive sur qu'est-ce que c'était leur utilisation, par exemple. Donc en fait, il n'y a que les dynasties les plus proches dont on a entre guillemets, des souvenirs et des traces sur lesquelles on est sûr de l'origine, de l'utilité ou du matériau. Pour l'origine, grâce aux fouilles archéologiques, on le sait aussi pour des époques plus anciennes, mais en ce qui concerne l'utilisation et le porté, évidemment, pour les dynasties les plus récentes, c'est plus simple parce qu'on a des traces visuelles. Donc, on a les peintures. Et sur les peintures, comme en Occident, si on arrive à trouver les mêmes types de bijoux ou parfois le même bijou, ça peut nous dire beaucoup sur comment il était utilisé. Donc, c'est pour cela que les dernières dynasties, pour ces périodes-là, on connaît beaucoup plus. Dans les bijoux, est-ce qu'il y a des bijoux particuliers, je suppose, pour la Chine par rapport à ici? Oui, bien sûr. En Chine, par exemple, par rapport à l'histoire de la joaillerie occidentale, il y a une grande quantité d'ornements pour les cheveux et donc pour la coiffure, qui peuvent avoir donc plusieurs fonctions. Évidemment, la fonction décorative et ornementale, mais aussi cette fonction liée au pouvoir. Donc, la coiffure bien ornée et riche d'éléments de matériaux différents pouvait véhiculer certaines choses par rapport au statut de la personne qui les portait, voire par exemple l'impératrice. L'impératrice, elle avait une grande couronne comme en Europe ou pas? Comme en Europe, elle avait une couronne et comme en Europe, la couronne n'était pas portée tous les jours à toutes les heures. Évidemment, l'impératrice portait des différents bijoux aux différentes occasions. L'ornement le plus important pour les cérémonies officielles, c'était donc cette couronne. À partir de la dynastie Song, on les appelle donc les couronnes de phénix. La dynastie Song, on est entre le 10e et le 13e siècle. Et ça continue aussi dans les dynasties suivantes. On les appelle les couronnes de phénix parce qu'il y avait des phénix aussi représentés dessus. Et aussi parce que le phénix était le symbole du pouvoir impérial féminin. Et donc vraiment, parfois ça voulait vraiment dire l'impératrice. Il y en avait combien de phénix sur sa couronne? Ça dépend, justement. Il y a des couronnes qui peuvent montrer 3 phénix, d'autres qui peuvent montrer 9 phénix, d'autres qui montrent des phénix associés à des dragons. Et cela, ça dépend aussi du statut ou de l'occasion aussi à laquelle on portait cette couronne. Et donc, parfois aussi, c'est des symboles de porte-bonheur. Un exemple, c'est que si on met 9 phénix, le chiffre 9 en chinois, ça se dit jiu, qui veut dire aussi long. Donc, c'est un souhait de longévité. La même chose, si on met 8 c'est un autre porte-bonheur en chinois parce que ça sonne comme pa, fa, qui veut dire en fait la prospérité. Donc aussi, il y a le chiffre d'objets ou de symboles qu'on appliquait sur des couronnes, véhiculait aussi d'autres types d'éléments porte-bonheur. Oui, donc on revient sur une importance du logo, c'est-à-dire du verbe. Et ce verbe posé sur un objet ou une réalité transmet
son pouvoir du mot vers l'objet, c'est ça? Exactement. Dans la symbolique chinoise, et pas juste dans l'ornement, ça c'est dans tout l'art chinois, il y a une symbolique créée par l'homophonie de certains caractères. Donc il y a beaucoup de caractères en chinois qui s'écrivent différemment et donc qui veulent dire des choses très différentes, mais qui se prononcent pareil. Un exemple aussi, c'est par exemple la chauve-souris, qu'en Chine est un symbole de bonheur, pas parce qu'on aime particulièrement la chauve-souris, mais parce que ça se dit fou, et fou, ça veut dire aussi bonheur. Et donc, il y a beaucoup d'homophonie de ce genre-là, et c'est pour ça que certains mots et donc certains symboles deviennent des symboles à cause aussi de la prononciation du mot. Mais sinon, il y a aussi des symboles en tant que tels, parce que tu viens de dire le phénix, c'est l'impératrice, le dragon, si c'est associé sur une couronne, ça veut dire que le dragon, c'est l'empereur. Généralement, le dragon, surtout quand il porte 5 griffes, attention parce que là, évidemment, en Chine, tout est dans le détail, donc on regarde toujours aussi le chiffre exact des choses représentées. Mais normalement, le dragon est associé à l'empereur, comme l'impératrice est associée au phénix. Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, sur des couronnes de phénix, donc des couronnes impériales féminines, il y a aussi des dragons. Donc le dragon, ça veut dire le pouvoir impérial en général, surtout quand il porte 5 griffes. Plus précisément, quand il y a une contraposition avec le phénix, ça veut dire l'empereur lui-même. Donc il peut avoir un peu une double signification. Donc on a bien compris. Au niveau de l'empereur, l'impératrice, phénix, dragon. Mais alors, moi, la fois dernière, j'ai regardé un dragon et en fait, on m'a dit que c'était pas un dragon, c'était un chien. Et c'est vrai. Parfois aussi, c'est difficile parce que comme il s'agit d'animaux fantastiques, évidemment, ils prennent des caractéristiques d'animaux réels, mais c'est des animaux fantastiques. Et aussi, selon les représentations, c'est pas tout de suite immédiat de comprendre ce que c'est. Il y a des dragons très classiques qu'on le reconnaît assez rapidement, mais parfois, entre le chien, le lion, certains types de dragons, et même par exemple le qilin, qui est cette bête aussi fantastique, si on regarde pas les détails, ce n'est pas forcément immédiat de faire la différence. Alors, le qilin, pour moi, c'est mon préféré parce qu'on m'a expliqué que c'était quelque part l'équivalent de la licorne européenne. Tu nous le décris? C'est vrai. Et le qilin peut être représenté dans des différentes façons, justement. Parfois, il ressemble un peu plus à un dragon ou à un félin. Et il y a d'autres représentations où il semble plus à un daim, par exemple, ou un cerf. Donc souvent, il a encore aux écailles qui le rapprochent un peu au dragon, mais il a toujours ses cornes qui sont un peu plus comme un cerf. Ce qui est très intéressant, justement, que c'était un peu cet animal que personne n'avait jamais vu. Parce que encore les lions, on le connaissait. Le qilin, évidemment, personne ne l'a jamais vu. Et à ce propos, il y a un épisode très connu dans l'histoire chinoise, au début du XVe siècle. C'était une période d'ouverture de la Chine où l'empereur a envoyé des très grandes expéditions maritimes guidé par l'amiral Zheng He, jusqu'en Inde et puis dans le Golfe. Et évidemment, la flotte chinoise a rencontré les populations locales et parmi un de ces voyages, ils ont reçu un cadeau qui était en fait une girafe provenant du Kenya, donnée en cadeau par le roi du Bengale à l'empereur de Chine. Donc ils ont rapporté cette girafe en Chine et quand elle est arrivée à la cour, ils ont dit « Ah voilà, on l'a le qilin !» Alors qu'évidemment, c'était juste une girafe, mais c'est marrant comment, en fait, ils se sont dit, voilà, enfin, notre licorne, on l'avait trouvée. Moi, j'ai entendu aussi une autre histoire un peu fantastique, une légende. J'avais lu que quand une femme enceinte rêvait d'un qilin, ça voulait dire que son enfant allait avoir une très belle destinée. Et bien entendu, il paraîtrait que la maman de Confucius avait rêvé un qilin quand elle était enceinte. Et voilà, c'est la magie des légendes chinoises. On a vu le qilin, mais on a à peine parlé du chien. Alors, le chien, il est représenté comment? Les chiens, il y en a plusieurs. Souvent, il peut y en avoir 2, par exemple. Souvent, certains de ces animaux, ils sont justement en couple aussi pour une question d'équilibre, surtout quand ils sont représentés en sculpture pour l'architecture aussi. Le lion, c'est la même chose. Les lions, peut-être pour certaines architectures, c'est encore plus connu. On pense par exemple à certaines banques, à certains musées en Chine. Il y a encore parfois un couple de lions à l'entrée, la femelle d'un côté, le mâle d'autre côté, la femelle qui tient un petit, qui représente les biens, en fait, la protection de l'âme, donc des biens qui ne sont pas matériels, et le mâle qui tient un globe, qui est au contraire la représentation des biens matériels. Et donc il y a cette double protection de l'âme et des choses, si vous voulez. Donc c'est un peu cette dualité qui se retrouve beaucoup dans l'art chinois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que, étant donné que même les mots ont une protection et veulent dire des fois autre chose, est-ce que dans les symboles, il y a aussi
les plantes, les fleurs. Et est-ce que ça a aussi un pouvoir et qu'on retrouve dans les bijoux? Énormément. Donc, comme tous les aspects de l'art chinois, tout est un symbole en fait, ou un complexe, un ensemble de symboles parfois. Pour les fleurs, évidemment aussi, chaque fleur a une symbolique très précise. Parfois, c'est lié au nom, parfois, c'est pas forcément lié au nom. Un exemple qui est lié au nom, c'est la fleur de prunus, donc c'est la pricotier du Japon. C'est pas vraiment un prunier, mais ça ressemble un peu. Qu'on dit mei en Chine. Et mei, ça veut dire aussi la beauté. Donc c'est pour ça, sur beaucoup d'ornements de cheveux, par exemple, ou d'ornements féminins, on retrouve cette fleur, parce que ça veut dire aussi beauté. C'est un peu le symbole vraiment de la beauté, entre autres. D'autres fleurs sont importantes au-delà de leur prononciation, comme par exemple la fleur de pivoine, qui est un des symboles de la Chine, peut-être parfois le symbole lui-même de la Chine, qui représentait le rang, la richesse et aussi le statut royal parfois. Et le chrysanthème? Le chrysanthème, c'était le symbole de l'automne. Et c'était un symbole moins frivole, si on en veut. Donc, comme il est un peu plus simple dans son aspect, il est moins riche que les pétales, par exemple, de la pivoine, souvent il était associé aux accomplissements intellectuels plus qu'à la beauté extérieure. Et donc, c'était quelque chose d'un peu plus intellectuel, plus lié à la culture du lettré, et associé aussi à l'automne, donc à une saison assez précise. Tout à l'heure, on est passé hyper vite des bijoux de cheveux à la couronne. Et donc, je crois que tu m'avais expliqué qu'il y avait plein d'épingles, qu'elles étaient à des endroits différents, avec des noms différents, et qu'elles se portaient par paire ou des fois non. C'est vrai. Et cela se complexifie d'autant plus quand on parle de l'évolution chronologique aussi. Chaque dynastie, il y a une évolution évidemment du goût aussi, parfois aussi de la culture qui domine. On a par exemple des dynasties mongoles, des dynasties mandchoues, donc c'est des cultures différentes de la culture de base en Chine, ce qui forcément implique un changement aussi dans l'art et dans l'ornement. Donc pour la coiffure, oui, il y a une codification qui se complexifie et se codifie du coup de plus en plus à partir de la dynastie Tang, puis aussi les Song, donc on a à partir du 9e, 10e siècle, et encore plus par exemple sous les Ming et sous les Qing, qui est donc les deux dernières dynasties à partir du 14e, 15e siècle. On a par exemple des coiffures sous les Ming où on a vraiment des ornements qui étaient portés uniquement derrière la tête, donc sur la nuque, d'autres qui étaient toujours en paire, qui étaient portés latéralement, et ça faisait partie d'une structure complexe, et donc toutes les épingles avaient des noms différents par rapport à la fonction et à la forme, ce que nous, on n'a pas trop en Europe. Par exemple, on peut avoir le manguan, ça c'est encore sous les Ming, on a le manguan qui était donc cet ornement qui était uniquement fixé derrière la coiffure, donc sur la nuque. On a par exemple le tiaoxin qui était au contraire une épingle pour le centre de la coiffure. On pouvait avoir des épingles à un seul tige qu'on appelle les zan, les épingles à deux tiges qu'on appelle les chai. Et donc vraiment, il y a une diversification de terminologie qui reflète la complexité de l'ornement de coiffure chinois. J'ai bien compris, il y a différentes épingles et il y en a, je crois, qu'elles se portent par paire, et tu m'as dit qu'il y avait des trucs au bout, des fleurs, des rubans. Exactement. Il y a des épingles qui peuvent avoir donc le décor principal au bout de la tige qui est fixe et donc qui ne bouge pas forcément. D'autres épingles qui ont au contraire des petits pendentifs et donc qui sont faits aussi non seulement pour créer un aspect dynamique, donc que ça se voit que ça bouge lorsque la dame de cour par exemple marchait, mais aussi qui créent un effet sonore. Et ça faisait partie du décor, en fait. C'était comme un décor sonore. Donc, lorsque la concubine, l'impératrice ou la dame de cour marchait, il y avait ces épingles appelées bouyao. Donc, il y avait un bout qui bougeait. Et donc, quand les différentes parties qui n'étaient pas des rubans, mais donc ces parties souvent en feuilles d'or ou argent, frappaient entre elles, ça créait un bruit qui contribuait à former, en fait, la beauté, pas juste visuelle, mais aussi sonore de la dame. Tu viens de parler des concubines. Est-ce que concubine, l'impératrice, ont le droit de porter la même chose? Bien sûr que non. Comme tout en Chine, c'est vraiment codifié. Et d'ailleurs, nous, on dit la concubine, comme on dit l'épingle, mais en chinois, il n'y a pas juste une épingle, il n'y a pas juste une concubine. Donc, il y a des différents rangs de concubines. Pour les dynasties les plus récentes, comme on a plus de sources, on a aussi plus de sources écrites et des sources officielles aussi dynastiques qui nous disent parfois exactement qu'est-ce qu'elle avait le droit de porter. Donc, on avait, par exemple, l'impératrice pouvait porter un certain ornement, pas forcément pour les cheveux, uniquement en jade,
alors que la princesse du premier rang pouvait le porter uniquement en or, et ainsi de suite, jusqu'à par exemple l'argent doré. Et donc, pour certains bijoux, on a vraiment la liste exacte des matériaux et des formes des sujets qu'on pouvait porter, selon qu'on était l'impératrice, une princesse du premier rang, une princesse du deuxième rang, ou des concubines de différents rangs jusqu'aux dames de cour les moins importantes. Les princesses de premier et deuxième rang. Chez nous, les princesses, c'est les enfants du roi. Il n'y a pas de premier et deuxième rang. En Chine, ça dépend si elles ont épousé, par exemple, les fils directs de l'empereur, et aussi parfois quelle était l'importance de ce fils de l'empereur. Et donc, tout était hiérarchisé. Ça change un peu aussi par rapport aux différentes dynasties, mais c'est beaucoup plus complexe aussi. Et parfois, vraiment, il y a des termes différents pour chaque type de princesse et de concubine. On a beaucoup parlé des ornements de tête. Est-ce qu'elles ont aussi des bagues, des bracelets, des colliers? Pas à toutes les époques, ou en tout cas, il y a certains types de bijoux qui sont très récurrents en Europe, par exemple la boucle d'oreille, qui ne le sont pas à toutes les époques en Chine. Ça ne disparaît pas vraiment drastiquement, mais il y a des périodes, par exemple la dynastie des Tang et des Song, il y a peu de boucles d'oreilles. Donc entre le toujours 7e et le 10e siècle pour les Tang et le 10e et le 13e siècle pour les Song, on a peu de boucles d'oreilles. Avec la dynastie des Yuan, qui est une dynastie mongole, donc une dynastie qui est habituée en fait, à être à cheval, c'est une dynastie nomade, la boucle d'oreille, c'était plus pratique parce que du coup, on pouvait la porter sans que ça tombe, alors que des ornements de cheveux, si on est sur le cheval, c'est pas trop pratique. Et donc, même les hommes, sous les Yuan, par exemple, portaient des boucles d'oreilles. Et donc là, c'est un peu la mode qui revient. Et sous la dynastie Ming, donc les dynasties suivantes, les boucles d'oreilles reviennent un peu à la mode, même si c'est plus de dynastie nomade, mais on change aussi le style, on agrémente avec des pierres de couleur, par exemple. Et donc, ça change aussi à différentes époques. Le bracelet, ce sera aussi assez utilisé. Les colliers également, en particulier dans la dernière dynastie, il y aura des colliers de différentes perles, en particulier faites avec des perles de Mandchourie. Donc, la dernière dynastie était une dynastie mandchoue, la dynastie des Qing. Et donc, poser une perle de Mandchourie sur le collier, ça voulait dire faire un hommage aussi aux ancêtres qui venaient de Mandchourie. Et donc, c'était la perle la plus importante à la cour, et peut-être même la pierre la plus importante à la cour, était presque important autant que le jade à l'époque. Est-ce qu'il y a des formes privilégiées? Parce que je sais que, par exemple, une créole, ça vient plutôt des îles au départ. Les girandoles, c'est une certaine époque, puisque c'était les chandeliers qui s'appelaient des girandoles. Quelle forme elles avaient, ou est-ce qu'il n'y avait pas de forme spécifique pour ces boucles d'oreilles, et entre les messieurs et les mesdames? Il y a sûrement des goûts aussi selon les époques, évidemment. Souvent, ça peut être pour les femmes des fleurs, en particulier la fleur de prunus, donc cet abricotier du Japon qu'on a vu que ça sonne comme la beauté. C'est assez récurrent, surtout sous les Ming, par exemple, d'avoir une boucle d'oreille où les pétales sont en or et la gemme centrale, elle est par exemple un spinel ou un rubis, donc c'est un rouge du cœur de la fleur et les pétales qui sont en or. Ça, c'est très typique, par exemple, de la dynastie des Ming. Mais aussi, sous la même dynastie, il y a aussi un autre type de boucle d'oreille qui est celui en forme de calebasse. Donc, c'est cette double gourde. C'est un symbole de porte-bonheur parce qu'elle est associée à un immortel taoïste. Donc, les immortels, c'était ces divinités, en fait. C'était ces hommes qui étaient devenus immortels à un moment donné. Et donc, ils avaient le secret de l'élixir de l'immortalité. Et donc, un de ces immortels s'appelait Li Tiegua. Il avait toujours cette calebasse, cette double gourde avec lui, qui devrait contenir soit l'élixir de l'immortalité, soit peut-être des soins, en tout cas contre la maladie. Et du coup, ces doubles gourdes représentent une protection, représentent aussi le pouvoir du soin contre la maladie, et c'était vraiment très récurrent. C'est une forme aussi assez simple, si on pense, une double gourde. On la retrouve assez facilement sur des bijoux aussi occidentaux. C'est une forme assez simple à recréer. Et donc, c'était vraiment la mode sous les Ming, par exemple. Les boucles d'oreilles de messieurs, elles étaient pareilles que celles des femmes ou pas? Sous la dynastie mongole, sous les Yuan, on a des portraits des Khan. Donc les Khan, c'était les souverains mongols en Chine, où on a des perles surtout, et parfois deux perles ensemble. Donc ça ressemble un peu à des doubles gourdes comme forme, mais peut-être que c'était aussi juste à poser deux perles ensemble. Donc parfois ça peut ressembler, mais on ne trouve pas par exemple des fleurs qui étaient plutôt, surtout pas la fleur de prunus, qui était plus associée à la beauté féminine. Il y a d'autres types de boucles d'oreilles, au contraire, un peu plus simples, qui pouvaient aussi être portées par des hommes.
Et quels autres bijoux ont les hommes? Parce que je crois que tu m'as parlé des ceintures. Les ceintures peuvent éventuellement aussi être portées par des femmes à certaines périodes, mais c'est vraiment le symbole du pouvoir militaire en réalité, à la base. Évidemment, après, ça a évolué et ça a été aussi décoré de façon différente. Mais au début, la ceinture, c'est la ceinture du guerrier, en fait. Ça vient des cultures des peuples nomades, encore une fois, du nord de la Chine. Et c'est des ceintures souvent en cuir, en tissu, sur lesquelles on a posé des plaques en métal. Ça pouvait être de l'or, de l'argent doré, ça pouvait être du bronze doré. Et ça voulait représenter déjà une fonction pratique, parce que si on a des plaques avec des crochets, on peut accrocher justement des objets à porter sur soi lorsqu'on est à cheval. Et donc, c'est une fonction pratique principalement, mais aussi une fonction de protection au cours du combat. Donc, il y a ces plaques du nord de la Chine, très anciennes, on parle aussi parfois du 6e, 5e siècle avant notre ère, où vous avez ces scènes de combat avec des tigres qui devaient probablement donner de la force aussi guerrière à la personne qui la portait et peut-être aussi une certaine intimidation à l'ennemi éventuellement. Mais certaines étaient probablement pas portées aussi vraiment pendant le combat parce qu'elles étaient vraiment peu pratiques pour le combat lorsqu'elles étaient en or et étaient fortement décorées. Et est-ce qu'il y a un autre bijou pour les messieurs qui est typique? Il peut y avoir aussi des couvre-chefs pour les messieurs, des couronnes évidemment, c'est pas les couronnes de phénix, mais il peut y avoir des différents couronnes qui changent aussi par rapport à la dynastie qui règne et justement à l'évolution chronologique du temps. Donc c'est pas des épingles trop florales, mais il peut y avoir des couvre-chefs qui portent par exemple des plaques à des cordes de dragon doré, par exemple. Le dragon qui chasse la perle flammée de la sagesse, ça c'est un sujet qui est souvent associé à l'empereur. Donc ça, c'est un ornement que le monsieur peut porter. On a aussi, par exemple, des colliers qui étaient portés par des hommes, comme les colliers dont j'ai parlé tout à l'heure, les colliers Chaozhou, qui étaient typiques de la dernière dynastie impériale, donc les Qing, qui était cette dynastie mandchoue. Et il y avait ce collier qui était porté par les empereurs eux-mêmes, qui avaient donc ces perles de Mandchourie, mais pouvaient avoir d'autres matériaux comme du jade, par exemple, soit de la néphrite, soit de la jadéite, parfois des éléments en or, parfois d'autres gemmes, ou beaucoup de perles aussi, en tout cas, peuvent avoir du saphir. Et donc ça, c'était vraiment des colliers qui n'étaient pas uniquement ornementaux, loin de là, mais c'était vraiment des objets impériaux et des transmissions de pouvoir. C'était des colliers qu'on portait pendant les cérémonies officielles, et d'ailleurs qui faisaient un lien avec le bouddhisme, parce que ça reprenait justement la forme des rosaires bouddhiques. Et donc ça montrait aussi que la dynastie voulait s'approprier un peu, ou en tout cas être des mécènes de la religion bouddhique. Donc ça avait plusieurs significations aussi. Est-ce qu'on peut reparler des matériaux? Donc j'ai bien compris, le top du top, c'est le jade. Après, on a parlé de l'or, on a parlé des pierres. On n'a pas parlé de diamants. Le diamant n'est pas très important en Chine, ou en tout cas il n'y est pas forcément encore, jusqu'à la fin de l'époque impériale où il commence à être utilisé de plus en plus, aussi grâce aux échanges fréquents avec l'Europe. Donc on voit vraiment tout à la fin de la dynastie Qing un peu d'influence européenne aussi dans certains types de bijoux, notamment l'introduction de certaines montres, par exemple dans des colliers ou dans des ceintures justement, alors qu'avant c'était pas du tout imaginé. Et donc les diamants n'ont pas forcément une place prépondérante, il peut apparaître, hein, c'est pas ça, mais ça n'a pas du tout la place prépondérante qu'il aura en Occident. Tout à l'heure, tu parlais d'une gemme rouge. En fait, la couleur, c'est hyper important. Oui, il y a une énorme symbolique liée à la couleur en Chine, comme tout d'ailleurs. Et il y a par exemple des couleurs qui étaient à la base liées aux éléments. Donc vous avez le rouge pour le feu, le jaune pour la terre, le bleu pour le ciel et ainsi de suite. Et donc cela, c'est déjà été utilisé par exemple lors des rituels d'État, lorsqu'on voulait faire un hommage justement à ces différents éléments. Évidemment, ces couleurs se voient aussi sur les ornements. Le jaune, on le voit plutôt sur les vêtements. Donc le jaune est la couleur impériale et donc vous aurez, surtout sous la dynastie Ming et la dynastie Qing, des empereurs qui se font peindre dans les portraits officiels en jaune. Pour ce qui concerne les gemmes et les bijoux, évidemment, ça dépend aussi des gemmes qu'on avait à disposition. Donc le jaune était plutôt lié à l'or, et ça, il y en avait effectivement en Chine. Pour les gemmes, c'était les gemmes qui venaient soit d'Asie du Sud-Est, soit du Sri Lanka, par exemple, ou un peu de Golfe. Et donc, à part les perles, de pierres de couleur, on pouvait avoir beaucoup de spinels et de rubis.
Il faisait probablement pas toujours la différence entre les deux. C'était une gemme rouge en réalité. Le jade faisait souvent part du vert, évidemment. Et on pouvait avoir, par exemple, du saphir. On a le saphir bleu, mais il y a aussi des saphirs retrouvés dans des tons ming d'autres couleurs. Par exemple, d'un saphir blanc ou un saphir jaune. Et alors, sinon, il me semble qu'il y a une couleur qui est bleu-violet, qui sont comme matériaux exploités vraiment de façon spécifique par la Chine, qui sont les plumes de martin pêcheur. Tout à fait. Ça, c'est un décor d'ornement typique de la Chine. La plupart de bijoux avec ce matériau qui nous sont parvenus datent de la dernière dynastie impériale, mais on suppose par les portraits qu'ils existaient même avant, sauf que ça se garde mal, évidemment, c'est des plumes, donc ça se conserve mal. Et donc, la plupart des bijoux de cette époque datent plus du 18e, 19e siècle, de ceux qu'on a encore aujourd'hui. C'était une technique extrêmement pointue, comme un peu toutes les techniques dans la joaillerie. Et donc, ça consistait à couper des petits morceaux de ces plumes de cet oiseau, le martin pêcheur, pour créer une surface comme un cloisonné. On le plaçait au milieu de cette surface encerclée par un fil de métal. Et pour faire un effet comme si c'était une surface émaillée, en réalité. Mais ce n'était pas de l'émail, c'était des plumes. Et donc, les plumes de martin pêcheur pouvaient être souvent bleu, turquoise et parfois même jusqu'au violet. Et donc, on pouvait jouer avec aussi des nuances des plumes elles-mêmes. Les meilleures plumes venaient apparemment, selon les sources chinoises, du Cambodge. Et donc, souvent, des martins pêcheurs faisaient partie des tribus que le Cambodge envoyait à l'Empire chinois, parce que justement, l'Empire chinois l'utilisait pour réaliser ces magnifiques ornements. Et c'est encore ceux qu'on voit de temps en temps dans les musées, comme au musée Guimet, par exemple. Tout à fait, musée Guimet, mais il y a aussi d'autres musées qui ont pu conserver ces couvre-chefs. C'est souvent utilisé sur des épingles à cheveux ou des couvre-chefs. Il y a d'autres exemples où les plumes des martins pêcheurs pouvaient être utilisées, comme des petites tabatières, par exemple, mais c'était beaucoup moins récurrent. Vraiment, le symbole, un peu, c'est l'épingle à cheveux turquoise, et qui crée presque vraiment une deuxième coiffe de la dame avec ces couleurs-là. Alors maintenant, je voudrais un peu te demander comment, toi, une Italienne, d'un seul coup, t'es tombée en amour avec la Chine. C'est une bonne question. J'y suis allée pour la première fois en voyage touristique avec mes parents quand j'avais 14 ans et je me suis dit que je voulais rester plus longtemps, déjà pour apprendre la langue parce qu'elle me fascinait beaucoup, mais aussi pour voir comment est-ce qu'on vivait en tant qu'adolescente dans un pays si lointain qui était la Chine. Et donc, j'ai décidé d'aller passer 1 an dans une école chinoise, accueillie par une famille chinoise, au milieu de la Chine. Tu n'as pas encore le baccalauréat? Je n'avais pas encore le baccalauréat, non. Je suis partie que j'avais 16 ans, je suis rentrée, j'en avais 18. Donc, c'était juste avant la dernière année de lycée en Italie. Et donc, c'est là, après, 1 an après être rentrée en Italie, que j'ai eu le baccalauréat. Après, tu fais quoi? Tu te dis, je vais faire histoire de l'art façon Chine? Plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé l'histoire de l'art. Et là, l'intérêt pour la Chine était devenu très, très fort. Et donc, j'ai continué avec une licence en Italie, à Ca' Foscari, en études chinoises. Donc, pour bien étudier l'histoire, la culture, la philosophie, le chinois classique, tout ça, qui est très utile encore maintenant en tant que chercheuse en art chinois. Et ensuite, j'ai fait un stage au musée du Palais de Taipei, qui est un musée magnifique. Et là, je suis tombée amoureuse de la collection, en particulier des porcelaines. Et donc, lorsque j'ai déménagé en France, je me suis inscrite en master d'histoire de l'art à la Sorbonne et j'ai commencé justement avec un mémoire sur la porcelaine chinoise. Il y a plein de types de porcelaine. J'ai vu qu'il y a du céladon, par exemple. Tout à fait, il y a plein de types de céramique et de porcelaine. Là aussi, les couleurs sont très importantes. Donc, moi, j'ai commencé avec le rouge en réalité, parce que mon premier mémoire, c'était donc sur la porcelaine à couverte rouge de cuivre du XVIIIe siècle, donc qui essayait de reproduire cette couleur magnifique avec une technique très difficile. Donc c'est une couleur que j'apprécie beaucoup aujourd'hui encore, et sur les porcelaines, mais aussi du coup sur le bijou. Et il y a des bijoux en porcelaine? Et il peut y avoir des bijoux plus récents. Lorsque on va par exemple dans la ville de la porcelaine en Chine, qui est Jingdezhen, on peut avoir des magasins qui vendent des bijoux faits avec la porcelaine locale. Mais ce n'est pas une tradition très ancienne, c'est plus une mode un peu moderne donnée par l'association des deux choses. Et du coup, dans ton parcours, à un moment donné, tu travailles en collaboration avec le musée Guimet. J'ai travaillé avec le musée Guimet pendant quelques années, puisque justement, on a travaillé sur une collection de porcelaine qui se trouve à Lisbonne. C'est une collection de porcelaine Ming
qui se trouve dans un contexte assez particulier parce que il y a plus de 260 assiettes bleues et blancs datées de la dynastie Ming accrochées à un plafond dans l'actuelle ambassade de France à Lisbonne. Et donc, comme c'est l'ambassade de France, c'est un musée français qui s'est occupé de cette étude. Et j'ai travaillé donc avec les conservatrices Claire Delry et Tsao Huizhong et mes collègues Camille Bertrand et Lucie Chopard pour ce projet donc de 3 ans, de catalogue complet de toute la collection. Et donc, on a étudié plus ou moins à distance, plutôt sur les images, même si on a pu évidemment la voir en vrai. Mais donc, c'était une belle expérience muséale. Et donc maintenant, tu es sacrée chercheuse, c'est ça. Et dans les projets qui arrivent maintenant, tout de suite maintenant, tu es commissaire de l'exposition qui va avoir lieu à l'École des Arts Joailliers et qui s'appelle... Et elle s'appelle Or et Trésor, 3000 ans d'ornements chinois. Effectivement, c'est une exposition qui va avoir lieu du 1er décembre au 14 avril à l'École des Arts Joailliers. Et je serai la co-commissaire donc, de cette expo avec mon collègue Olivier Sigura, qui est le directeur scientifique de l'école. Et donc, on présente une sélection d'une collection d'ornements chinois en or qui date de périodes très variées. Donc, la plus ancienne date de la dynastie Shang. Donc, on est vraiment au 2e millénaire avant notre ère, jusqu'au dernier bijou qui date du 19e siècle. Donc, vous voyez, c'est une période chronologique très, très large. Et on a fait une sélection donc d'objets qui proviennent tous de la même collection, qui est la collection Meng Xuan. C'est une collection de 2 collectionneurs hongkongais qui nous prêtent donc certaines de leurs magnifiques œuvres qui seront donc exposées dans les locaux à Paris. Et donc, par rapport aux bijoux dont on a parlé, est-ce qu'on va avoir une couronne à phénix ? Non, on ne va pas avoir une couronne de phénix parce que justement le sujet est l'or. Et donc pour insérer des couronnes de phénix, il devrait y avoir beaucoup d'autres matériaux qui ne rentreraient pas forcément dans le propos. Là, le propos est non seulement montrer un peu la variété de la symbolique chinoise, parce qu'il y aura vraiment des symboles très différents, mais aussi de montrer le savoir-faire de l'or chinois et aussi le savoir-faire de l'or chinois en relation au savoir-faire qui arrive un peu de loin, donc d'Occident. Donc il y a un peu cette dualité du propos, mais toujours axé sur l'or. Et donc, on verra les ceintures. Il y aura absolument des plaques de ceinture, tout à fait. Bon, on ira les regarder. Toujours une question personnelle. En tant que femme dans ton travail, qu'est-ce qui te plaît le plus ? Et du coup, derrière, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite ? Mais ce qui me plaît le plus, c'est me lever le matin avec une grande motivation pour ce que je vais aller faire de ma journée. Et ça, je pense que c'est un des cadeaux les plus grands de la vie, c'est quand on est vraiment content et heureux de faire ce qu'on fait. Et donc, j'aimerais qu'on me souhaite de continuer à me lever si heureuse pour le travail que je fais tous les jours. Dernière question, la question gimmick que je pose à tout le monde. Si une jeune femme voulait marcher sur tes traces, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Il y aurait probablement beaucoup de choses à dire, mais en particulier, j'aimerais dire célébrer les succès, parce qu'ils nous donnent de la bonne motivation, mais négligez pas et ne démonisez pas ce qu'on considère parfois comme échecs, ou parfois qui peuvent dépendre de nous, ou pas forcément de nous, parce que ça nous aide à recentrer un peu nos objectifs, parfois à adapter notre travail, à se remettre en question, mais parfois aussi à atteindre des succès qui sont un peu encore plus beaux. En tout cas, moi, je vais te souhaiter de continuer à avoir des trucs chinois vachement beaux. Voilà. Je vais dire à tout le monde, si j'ai bien suivi, de porter un fil rouge parce que ça porte bonheur, d'y accrocher un killing ou, si on veut être belle, des fleurs de prunus ou une calebasse pour porter chance, c'est ça ? C'est ça. C'est une bonne sélection. Je trouve que tu as trouvé l'ensemble parfait. Voilà, merci. Et puis, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Et en attendant, est-ce que tu nous dirais pas quelque chose pour nos auditeurs ? Tout à fait. Déjà, merci beaucoup Anne de m'avoir invitée. Et aussi, j'aimerais donner un souhait à la chinoise qui est Wang Shi Ru Yi, qui veut dire 10 000 choses comme tu les souhaites. C'est vraiment un souhait que tous les souhaits se réalisent. Ah, ça c'est super. Alors moi, je veux bien que les souhaits se réalisent. Et si tu nous disais aussi quelque chose comme l'équivalent de ce qu'on dit aux navigateurs, bon vent. C'est une belle façon que les Chinois ont de dire bon voyage. On dit Yilu Shunfeng, qui veut dire justement que le chemin aille dans la même direction du vent. Je trouve ça très poétique et c'est un bel souhait de bon voyage et de bonne chance aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Valentina Brucoleri sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast Le bijou comme un bisou pour une nouvelle histoire ou une actualité du bijou. Quant au podcast thématique Il était une fois le bijou, le prochain thème est encore une surprise. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et surtout partagez le podcast tout autour de vous. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain et soyez brillants.